Petite intro rapide juste pour expliquer le concept des chroniques live. Donc c'est exactement ce que je fais sur la chaîne d'habitude, c'est-à-dire des analyses sur Senseiya, sauf qu'on fait ça en live, un mercredi sur deux à 20h. Donc le principe c'est que je choisis un thème sur Senseiya, je décompose mon argumentation en 3 axes, je vous donne les 3 axes à l'avance pour que vous puissiez faire votre argumentaire là-dessus, pour qu'il soit contre ou pour les arguments que j'avance, et puis en live tout simplement on va débattre dessus, donc j'expose mes idées point par point, et puis on discute de ça, on va débattre sur le sujet en fonction des différents arguments que vous apportez et que j'apporte. Donc on peut débattre soit dans le chat, soit directement en vocal sur Discord. Donc si vous voulez participer au prochain Chronique Live, je vous invite à me suivre sur Twitch pour ne pas louper la session et à rejoindre le Discord pour pouvoir communiquer en vocal avec moi si vous voulez pendant la session. Cette première session c'était une session test, donc il n'y a personne qui est venu intervenir en vocal, mais on a quand même eu des petits débats plutôt sympas et j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, à plus. Hop. Et voilà, donc vous pouvez dire bonjour YouTube à ceux qui sont sur le live. Selon moi, le meilleur moyen de se forger un avis, que ce soit un manga ou un animé, c'est d'écouter l'avis des autres pour forger le sien. Alors, oui et non, mais on en rediscutera un petit peu plus tard quand on passera du coup sur la réaction. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être la chronique live sur The Lost Canvas et sur pourquoi The Lost Canvas c'est nul. Alors, je préfère prévenir d'avance, c'est un titre qui est juste là pour racoler un petit peu. Je ne considère pas The Lost Canvas comme nul, d'accord ? Par contre, il y a plein d'arguments que les fans sortent pour dire que The Lost Canvas c'est génial, et moi je suis pas d'accord avec ça. Et le but c'est de discuter par rapport à ces arguments, de donner mes arguments sur le fait de pourquoi j'aime pas trop certains passages de The Lost Canvas, etc. Donc, le but c'est vraiment de donner mes arguments. Salut à toi, Mister Day. C'est vraiment de donner mes arguments et de discuter avec vous, avec des personnes qui ont le même avis que moi et des personnes qui n'ont pas le même. L'intérêt, c'est d'avoir des personnes qui n'ont pas le même. Donc le concept, chaque soir, dans les chroniques live, en fait, dans chaque chronique plutôt, on aura un thème différent sur Senseiya, que ce soit un thème un peu polémique, comme on a ce soir, ou un thème plus cool, ça n'a pas d'importance. J'aurai à chaque fois 3 arguments qui iront avec le thème, donc ici c'est des arguments qui sont pour le fait que le The Lost Canvas entre guillemets c'est nul, mais ça peut être aussi des arguments qui seront contre dans d'autres vidéos. Donc le but c'est que je vais exposer mes arguments, je vais les exposer un par un, et après que j'aurai donné mon premier argument, vous pourrez interagir avec moi, alors soit directement sur le chat, soit sur le Discord directement en vocal, et ça va être incroyable. Donc je vais mettre le lien du Discord dans le chat, je crois que tout le monde y est, donc je vais mettre le lien du Discord dans le chat pour que vous puissiez venir parler, discuter directement avec moi, ce sera plus simple pour échanger. Et puis pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez bien entendu mettre un commentaire pour donner votre avis, et puis venir sur les prochains lives pour les prochaines émissions. Donc je vais lire un petit peu ce qu'on m'a dit. Je pense que beaucoup adorent ce Canvas parce qu'il y a les golds énormément mis en avant. Et bien, on va voir ça tout de suite. Globalement, 80% de qui se passe après le tome 8 est très moyen. Alors, on va commencer tout de suite, du coup, la chronique sur The Canvas. Les 3 arguments que je vais aborder pour expliquer pourquoi je trouve que The Canvas c'est pas si bien que ça. Le premier, c'est bien entendu les golds. Ensuite, on parlera un petit peu de l'histoire et de l'utilisation des personnages dans The Canvas. Et on finira sur un personnage en particulier, qui est Yoma, qui est, je trouve, le pire personnage de la série, et qui apporte vraiment beaucoup de choses négatives pour The Lost Canvas, et on verra ça après. Donc, on va commencer tout de suite avec les Gold Saints. Alors, pourquoi j'ai voulu parler des Gold Saints comme étant un argument qui est en défaveur de The Lost Canvas ? Eh bien, tout simplement parce que je suis un petit peu taquin, je suis un petit peu méchant, et les gens, d'ailleurs, comme l'a dit très bien Stormtrooper, la majorité des gens trouvent que les golds c'est vraiment le truc incroyable qu'il y a dans The Lost Canvas parce qu'ils sont super intéressants, ils sont super charismatiques, ils sont super originaux, ils ont aucun défaut, ils ont toutes les qualités du monde. Donc, vu que je suis vraiment quelqu'un de très rigolo et très taquin, je vais réutiliser leur argument pour leur montrer que, en fait, non, c'est nul à chier les golds, et c'est même le pire truc qu'il y a dans The Lost Canvas. Alors pourquoi les golds, pour moi, c'est vraiment un point négatif de The Lost Canvas. Et bien le premier point, c'est qu'ils sont tous identiques aux golds de Kurumada, que ce soit physiquement, ça on va revenir dessus, mais aussi mentalement. Alors pourquoi je dis ça ? Donc déjà,
tout le monde le sait et ça se voit, pourtant il y en a qui ne le voient pas. J'ai quand même quelqu'un en commentaire qui m'a déjà dit une fois, je n'aime pas Next Dimension parce que les golds de Next Dimension sont copiés-collés physiques et mentaux des golds de Senseiya, alors que par exemple pour The Canvas, ce qui est incroyable, les golds ils sont originaux, ils sont pas du tout pareils. Donc déjà, cette personne, je pense qu'elle est déficiente mentale, puisqu'en fait les golds sont des copies-collés physiques de ceux de Senseiya. Et ça a été avoué par Teshirogi, donc l'auteur, je sais pas si on dit l'auteur ou l'autrice. En tout cas, c'est Teshirogi qui a avoué elle-même que les golds étaient des copier-coller physiques, et que c'était justifié par le fait que ces producteurs, entre guillemets, pensaient que c'était plus avantageux de faire des copier-coller physiques pour ne pas déstabiliser les lecteurs, tout simplement, pour qu'ils se retrouvent. Donc là-dessus, on peut pas dire que les golds ne sont pas des copier-coller. Alors je lirai juste après ton commentaire, Namir, qui m'a l'air très intéressant. Je termine juste mon petit point. Et aussi le fait que les golds sont des copier-coller mentaux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont super développés, ils sont très différents des golds de Kurumada. Sauf qu'en fait c'est pas vrai, en tout cas je ne trouve pas. Ils sont utilisés d'une manière différente, mais ils sont construits de la même manière, exactement de la même manière. Sisyphe, du Sagittaire, c'est Aiolo, c'est un mec hyper loyal, hyper droit qui veut sauver Athéna, c'est le même, mais identique. Dégel, c'est Camus avec des lunettes, il est froid, il parle pas, il est hyper, hyper noble, c'est Camus. Cardia, c'est Milo, mais ils ont poussé le potard de la folie un petit peu plus loin. C'est tous des copier-coller. Il y en a plein par exemple qui me parlent de Asmita en disant ouais, Asmita c'est vraiment un super personnage. Alors je suis tout à fait d'accord, Asmita c'est un super personnage. D'ailleurs pour moi il y a 3 golds qui sont vraiment incroyables. Il y a Albafika, Asmita et Rasgado qui sont les 3 meilleurs golds pour moi de The Lost Canvas, mais ce sont aussi des copiers mentaux des golds de Kurumada. C'est juste qu'ils sont utilisés d'une manière différente. Asmita, lui aussi c'est un homme hyper proche de Dieu, etc. comme Shaka. Là où par contre Teshirogi a bien utiliser son personnage, c'est que, étant donné que c'est un personnage qui est très proche de Dieu, qui est normalement quelqu'un qui réfléchit, et ben, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment bien de défendre Athéna? Est-ce qu'il serait pas mieux de se mettre du côté d'Hadès? Et c'est là qu'Asmita est intéressant. C'est un Shaka à qui on a donné la réflexion, en fait. Ce qui manquait vraiment à Shaka. Mais sinon, tous les golds, c'est identique. Et c'est pas un mal que les golds soient des copier-coller physiques et mentaux. Il y a aucun problème là-dessus. Le seul point qu'on peut trouver négatif, c'est que, étant donné qu'on parle d'une histoire qui se passe dans le passé, ça aurait été sympa de voir d'autres golds plutôt que des copier-coller de The Lost Canvas, mais ça c'est pas encore très grave. Le truc qui est grave en fait, c'est que les fans trouvent que les golds sont originaux. Non, c'est des golds, c'est les mêmes que ceux de Kurumada, c'est juste qu'ils ont été amenés d'une manière un petit peu différente. Alors le souci avec les Chevaliers d'Or dans The Lost Canvas, c'est surtout selon moi qui sont presque tout le temps les mêmes traitements narratifs. Exactement, on va en parler juste après. On introduit le personnage, on va combattre en mettant un passage flashback, puis sa mort héroïque. C'est tout à fait vrai, on va en parler d'ailleurs juste après. Certains sont pas terribles, Elcid sans personnalité, Dégel un clone de tous les niveaux, Régulus ici d'une fanfic trop bourrin, et Sisyphe personnage trop malsain, avec un amour dérangeant. Alors, l'amour de Sisyphe, c'est pas vraiment un amour, c'est vraiment une loyauté très... un peu bizarre, on va dire. Une loyauté un peu bizarre, mais c'est la loyauté plus que de l'amour. Bienvenue à toi, The Black Koro 95. Wow, j'avais du mal à lire d'ici. Je vais peut-être déjà mettre mes lunettes, puisque le soir je ne vois rien. Et oui, ça y est, j'ai enfin la fibre. Alors, toi, Namir, tu as détesté Asmita, tu préfères Cardia et Manigoldo. Alors, chacun son avis. Alors, Manigoldo, je peux comprendre que tu l'aimes bien. Cardia, il a rien de spécial, je trouve. Après, il a un passage quand même très intéressant. Mais Manigoldo, pareil, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Manigoldo où beaucoup de gens me disaient ouais, c'est un super. Ah, d'accord, ok. Bienvenue à toi. Donc, on me disait oui, c'est vraiment un super personnage Cardia dans ma vidéo. Et en fait, je comprenais pas pourquoi tout le monde disait oui, parce qu'on avait Desmas qui était un chevalier du cancer nul à chier, et là, ça relève enfin le niveau. Mais Manigoldo, excusez-moi, c'est Deathmask. Alors ils ont les mêmes pouvoirs, bon, ça c'est normal, c'est les mêmes chevaliers, quoique on aurait pu espérer qu'ils aient d'autres sorts. Par contre, niveau mentalité, c'est les mêmes aussi en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Manigoldo, il est certes plus noble, plus gentil qu'un Deathmask, mais les deux c'est les mêmes. Manigoldo c'est un peu le déconneur de la bande des Gold,
Bah Death Mask aussi, c'est le mec qui se fout de la gueule de ses ennemis. On a Manigoldo quand il se bat avec le mec un peu trans, il se fout de sa gueule littéralement. Et ben Death Mask aussi il fait ça. Quand il va attaquer, comment il s'appelle, Doko, au 5 pics, il y a Shiryu, et qu'il humilie Shiryu en le faisant danser sur son doigt, en se foutant de sa gueule, en disant qu'il est nul à chier. C'est le même. Manigoldo, c'est surtout les OAV qui me l'ont fait aimer, surtout son dernier discours avec Tenma. Alors, et c'est là un point qui est intéressant, l'anime The Last Canvas est bien mieux que le manga, parce que dans l'anime, ils rajoutent des passages qui ne sont pas dans le manga. Et ils ont créé une relation qui est très intéressante entre Tenma et Manigoldo, parce qu'ils ont plein de points communs, c'est tous les deux des Italiens, ils ont tous les deux perdu des êtres chers quand ils étaient jeunes, ils ont un rapport assez particulier avec la mort, et Manigoldo c'est vraiment un aspect de ce qu'aurait pu devenir Tenma s'il avait évolué d'une certaine manière. Et ils ont vraiment bien recréé ce lien dans l'anime en rajoutant des scènes avec lui qu'il n'y a pas dans le manga, et c'est pour ça que les gens adorent Manigoldo, parce que dans le manga et dans l'anime il est super bien, il a un développement qu'il n'a pas dans le manga. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les gens, 90% des gens qui aiment The Last Canvas, ils l'aiment pas vraiment. Ils ont juste vu l'animé, et c'est tout. Ils n'ont pas lu le manga, donc ça peut être compliqué. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que disait Namiar tout à l'heure, qui disait que le problème... Non, c'est Namiar. C'est qui disait ça tout à l'heure Oui, c'est Namiar qui disait que tous les golds étaient identiques, ils avaient le même traitement. Et c'est vrai, le problème des golds, c'est qu'ils sont utilisés de la même manière et qu'ils ont absolument aucune évolution. Alors, on va déjà partir sur ils sont traités de la même manière. Tous les golds ont à peu près, à part certains, ils ont un tome dédié à eux. On les introduit, on explique un petit peu qui ils sont, on développe s'il y a besoin certaines relations, mais pas toujours. Après, on leur fait faire un combat contre un méchant qui est vraiment trop méchant et super, super fort et tout, et en plus il bloque le héros, enfin, voilà là, c'est incroyable. Et il va se sacrifier, et en se sacrifiant, ça va permettre de soit tuer le méchant, soit de débloquer une situation, et waouh, il est super stylé, voilà. Donc, on a ça avec Alba Fika, il arrive, on le présente, il a un combat super compliqué, il meurt, oh là là, c'est vraiment incroyable. Ok. Par contre, Alba Fika, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu avancer l'histoire. C'est le premier gold qu'on voit, il est introduit vraiment comme étant le mec qui va un petit peu au charbon pour un peu montrer le niveau des spectres. Donc il a vraiment une utilité. Donc là-dessus, Alba Fika top. Ensuite on a Asmita. Le mec, il est super bien développé parce que on montre déjà un petit peu son questionnement. Est-ce que je dois suivre Athéna? Est-ce que je dois suivre un petit peu Hadès? On a... Désolé, mais on a un petit peu aussi pareil avec Destol dans Next Dimension qui hésite un petit peu. Bon, lui c'est un peu plus un troll, mais... Enfin bref. Et il va arriver, pareil, il va se poser des questions, il va avoir un petit peu de développement. Et comment dire? Et après il va attaquer, alors il va se sacrifier pour créer le chapelet, donc super. Il a une introduction, il a une mort stylée, et il fait avancer l'histoire. Ok, en plus il est cool, donc là-dessus, pas de problème. Ensuite on commence à avoir... Ça commence un petit peu à être redondant. On a Rasgado. Pareil, Rasgado, il est super bien développé. C'est un personnage très utile parce que il a le même rôle que Aldebaran, c'est-à-dire qu'il est un petit peu le mec qui va tester les gens, tu vois. Le mec qui va se prendre les premiers coups un peu vénères pour dire, voilà, c'est ça le niveau de Stark là. Donc là, il va se taper Kagao, qui est un petit peu un big boss un peu chez les spectres parce qu'il est vraiment super puissant, et c'est pour montrer donc déjà le niveau des spectres qu'il y a, parce que c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas que les juges qui sont stylés, bon après il va venir un juge, enfin bref, et puis aussi c'est pour montrer un petit peu le niveau des golds, parce qu'il va quand même il va bien tenir la baraque. On développe un petit peu le lien filial entre lui et ses disciples, et aussi avec Tenma, et ça va un petit peu impacter le développement de Tenma, donc là-dessus, super bien, rien à dire. Et après on arrive à Manigoldo, qui dans le manga a moins de développement avec Tenma. Il fait son combat, il est super stylé, il est rigolo, machin et tout, il fait son combat, il meurt d'une manière incroyable, super. Rasgado, ça meurt pratiquement recoupé-collé sur un bande qui m'avait lâché le manga la première. Alors, oui, mais là, tous les chevaliers du taureau, ils ont la même scène, mais l'intérêt de Rasgado, c'est que il a eu un impact sur Tenma. On a créé un lien un petit peu mentor-élève avec Rasgado et Tenma, et du coup, Tenma, il va avoir envie d'avancer, tu vois. Les Asmita et Rasgado, ils ont donné envie à Tenma d'avancer. Et ça, c'est quand même intéressant. Ce qui est triste, c'est que c'est les mêmes combats qui étaient très bons au début, deviennent de moins en moins bons avec le temps. Alors, pourquoi ils deviennent... C'est pas qu'ils deviennent de moins en moins bons, même si certains sont un peu moins bons,
C'est juste que quand t'as vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois le même schéma narratif, tu commences un petit peu à te saouler. Et donc, voilà, on a eu Manigoldo, il arrive, il est super bien, il meurt super, voilà, ok. Ensuite, t'as Elcid qui arrive, il est super beau, il est super fort, un peu de développement, il a un combat stylé, tac, il meurt. Ok. Puis après, t'as pareil avec Degel, t'as pareil avec Cardia, t'as pareil avec Sisyphe, tu vas avoir pareil après Krigulus en un peu plus développé, mais c'est tout le temps la même chose. Les arcs se répètent constamment, des gueules, et ça c'est problématique parce que ils sont très mal utilisés. Les 3 premiers, Albafika, Smita, Rasgado, ils ont un schéma qui se répète, mais ils ont une influence sur Tenma. Les autres, ils ont le même schéma, mais ils influencent pas Tenma. Bien au contraire, ils influencent uniquement l'histoire, et ça empiète sur le développement de Tenma, parce que du coup, les dieux des rêves, Tenma il a quasiment rien foutu, donc il a pas de progression. Ensuite, Tenma il va s'entraîner. T'as déjà les Cardia qui vont s'occuper des autres spectres de Radamant qui est pas mort et qui vont ramener l'arche, donc il a rien à branler. Et ensuite t'as qui ? T'as Sisyphe qui va s'occuper de... Comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Eak. J'ai oublié son nom. Enfin bref, Eak, il va s'occuper d'Eak. T'as Régulus qui va s'occuper de Violate, je crois. Et après, à chaque fois, t'as toujours un Gold qui va s'occuper d'un personnage. Tu te dis, ouais, yes, Tenma il va affronter Kagao. Bah non, c'est Doko. Oh yes, Tenma il va affronter son père, Yoma, waouh. Et bah non, en fait, c'est Deutéros. Ou Aspros, j'ai toujours un doute, je confonds. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dès que Tenma il doit avoir un truc, non, c'est un Gold. Tenma il fait un truc, non, c'est un Gold. Et du coup, entre le tome 9 et le tome 25, où Tenma affronte Hades, il est quoi comme développement ? Il est quoi comme... Si, il a eu un entraînement pour justifier le fait qu'il est monté, mais il a aucune progression, le mec il a rien branlé. Oui, c'est ça le problème, il est trop éclipsé, et c'est pareil pour Yato et Yuzuria. Le début de l'histoire, on nous dit, on a Yato, Yuzuria et Tenma, ils vont avoir une aventure, et puis en fait non, on les met de côté, on met les Gold. Et c'est ça le problème. C'est un mec qui déjà l'Unity, c'est déjà juste mauvais, la fin de Kokago, décevant et chiant, lui finit par un vieux Deus Nox. Alors, oui, bien sûr, on peut toujours un peu chipoter. Là, moi ce que je reproche surtout, c'est la redondance des arcs, et surtout la redondance pour être inutile. Alors, c'est un quasi copier-coller, Gold du manga original comme physiquement. Alors oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est justifié, c'est les producteurs qui voulaient faire des copier-coller physiques des Gold pour ne pas choquer le public. Oui, Tenno du Taureau, mais c'est dans les Chronicles. Il y a un temps à raconter qui n'affuse pas les séries, j'ai l'impression que c'est Shogi. Alors, pareil, un truc qui... Donc, voilà. Les Gold sont toujours les mêmes et ils n'ont pas d'évolution parce que tout le monde me dit ouais ils ont une super évolution, ils ont un super développement, nanani. Ils n'ont pas du tout d'évolution. Les Gold, tu les prends, ils ont un tome par Gold. Tu le prends au début du tome, tu le prends à sa mort, il a pas évolué. Il a toujours la même façon de penser. Manigoldo du début à la fin c'est le même, Elsie du début à la fin c'est le même, Degel du début à la fin c'est le même. Ils ont aucune évolution. Et ça, c'est absolument pas une critique. Parce que là-dessus, Teshiragi, il a eu tout à fait raison, parce que les Gold, c'est des personnages secondaires, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une évolution. Le but, c'est ils ont une fonction. Dire que ça, Kurumada, il l'a très bien compris, et les gens le reprochent parce que il a fait que ça, c'est qu'un personnage secondaire, ça a une fonction dans une histoire. Et voilà, après, tu peux le développer si tu veux, mais ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est de faire évoluer tes personnages principaux au travers des personnages secondaires. Kurumada, peut-être qu'il était à l'école, on lui a dit un personnage secondaire c'est un mec qui a une fonction, il a fait ok, j'ai besoin d'une fonction, je fais un personnage secondaire. Et après c'est tout, il sert plus à rien son personnage. Donc oui, les personnages de Kurumada sont peut-être un petit peu faiblards en développement, mais ils sont d'un point de vue scénaristique très bons, puisque un objectif, voilà, c'est tout, c'est bien, ils servent à quelque chose. Les Gold de Teshiragi, ils servent pas à grand chose, mais au moins elle les a pas fait évoluer. Ce qui est quand même, ça prouve quand même qu'elle n'est pas non plus totalement débile. Et on me dit aussi qu'ils ont un développement. Alors, plus ou moins de développement. Parce qu'on me dit, oui, Asmita, waouh, c'est vrai, pas Asmita, Albafika, c'est le meilleur chevalier des poissons, il a une histoire incroyable. Le rituel du sang, oh là là, j'en ai pleuré des larmes et tout. Et moi je leur fais, mais à quel moment on voit ça dans le manga ? Ils me font, mais si tu sais, c'est dans le tome 1 des Chronicles. Ah, je fais, ah oui, le tome 1 des Chronicles qui est sorti 6 ans après la mort d'Albafika dans le manga. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fallait attendre 6 ans pour un développement d'un personnage dans une autre série. Ah oui, bien sûr. Et c'est ces mêmes gens qui vont me dire
je ne vise personne, mais il y a certaines personnes sur certains groupes Facebook qui sont comme ça, c'est ces mêmes personnes qui vont dire ouais les Gaiden c'est trop bien, c'est vraiment c'est super, ça fait évoluer The Canvas et tout, c'est une petite amélioration. Et puis à côté de ça ils vont vous dire alors les chapitres spéciaux Origin Zero et Destiny de Senseiya, non, ça je ne les prends pas en compte, c'est fait pour les fans, ça n'existe pas. Alors que les Gaiden des Gold, c'est un truc fait juste pour les fans, la preuve. On voit que les Gold, chose qui est spécialement pour les fans, et pour prouver ce que je dis, c'est que pendant la création, pendant le développement de The Canvas, il y a un Gaiden qui était sorti, qui était un Gaiden sur Yuzuria. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on voyait un petit peu son frère, et qu'on savait qu'il allait normalement avoir un combat avec son frère en Spectrek, chose qu'il n'a pas eu. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de Gaiden sur Yuzuria, qu'est-ce que tu nous dis ? Eh ben oui, parce qu'en fait, le Gaiden sur Yuzuria, qu'ils auraient pu faire un tome complet sur elle, eh ben ils l'ont intégré au Gaiden de Shion, parce qu'ils ont décidé de ne faire que des Gaiden sur les Gold, et pas sur des personnages autres. Et bah, c'est un peu bête quoi, c'est juste pour vendre plus. Et la preuve que c'est juste pour vendre plus, c'est que 5-6 ans après, eh ben on aimerait bien quand même voir des nouveaux personnages, donc elle fait ok, et ben du coup je vais quand même faire des chapitres spéciaux sur Yato, et sur d'autres personnages. Mais, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben elle rajoute quand même des Gold pour faire un combat Manigold Doko. Il y a forcément toujours des Gold qui interviennent, et c'est ça qui est dommage. Alors Kuramada a un talent que selon moi Toshiro n'a pas, c'est la capacité à rendre un personnage impactant, voire profond en une phrase ou deux. Le meilleur exemple est Hades dans le manga original. Xeno's Chronicle, c'est un channel de marketing anime. Alors par contre, en vrai, Chronicle c'est vraiment très bien. Moi j'adore Chronicle. D'ailleurs il y a Kimaira qui avait dit, ou c'est toi je ne sais plus, qui avait dit que Teshiroghi était très forte pour faire des histoires courtes. Bah, d'ailleurs voilà, c'est Mr. N qui le dit. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Les Chronicles sont vraiment super bien. Le seul truc c'est que tu peux pas développer tes personnages dans un autre truc et dire bah si mes personnages sont développés. Enfin, Teshiroghi elle dit pas ça, c'est des fans qui disent ça. Re-bienvenue à toi, Stormtrooper. Les fans disent bah si, ils ont un développement parce qu'il y a les guides. Non, ça marche pas comme ça. Si tu voulais un développement, eh ben fallait le mettre dans le manga. Il y a des personnages qui sont développés, genre Regulus, il est développé pour rien parce qu'il est nul à chier, mais il est développé quand même. Donc voilà, donc les Gaiden c'est très bien, mais ça ne développe pas les personnages. C'est vraiment l'histoire dans le manga de base qui fait le développement. On peut rajouter du développement après, mais ça ne fait pas d'eux des personnages développés. On a un peu plus de développement des Gold dans Zero, dans Origin et dans Destiny, et pourtant je considère quand même que les Gold ne sont pas développés, parce que dans le manga de base, ils sont pas développés. Ensuite, autre problème qu'on a avec les Gold, c'est la façon dont ils sont présentés. Parce que on les présente, comme je l'ai dit dès le début du manga, comme des personnages secondaires. Ce qu'ils sont. Et puis après, on les utilise comme des personnages principaux. Parce que c'est eux qui font avancer l'histoire, c'est eux qui débloquent toutes les situations. Et on les développe pourtant comme des personnages tertiaires. C'est-à-dire que, on les développe, ils n'ont pas d'évolution. Comme un personnage tertiaire n'aurait aucune évolution. C'est pas très logique. Pourquoi tu fais des personnages, tu dis c'est des secondaires ? Ce qui est logique, parce que c'est des Gold, c'est des secondaires. Tu leur fais faire des trucs de personnages principaux, et tu leur donnes un développement, une évolution d'un personnage tertiaire. C'est très clairement, pour moi, elle avait une idée pour les Gold. Ses producteurs lui ont dit ouais mais non, faut quand même que tu les mettes plus en avant que ça. Donc du coup, elle les a mis en avant. Sauf que ça a pris tellement de place dans l'histoire, l'action, les trucs, waouh, c'est vraiment stylé, c'est vraiment incroyable. Manigoldo, il saute sur une table, il défonce le tableau, pas le tableau, la planche d'échecs et tout, devant les dieux des rêves, waouh, c'est vraiment incroyable. Ouais, mais à côté de ça, il a pas d'évolution, le pauvre gars. Voilà, donc c'est un personnage qui aurait pu être un minimum développé parce que on aurait pu justement créer le lien avec Tenma qu'ils avaient fait dans l'anime, puisque on peut quand même développer certains personnages secondaires. Le problème dans Senseiya, c'est que t'as déjà 12 chevaliers d'or. T'as 12 chevaliers d'or, en plus t'as quoi d'autre comme personnage ? T'as Tenma, Sacha et Olon qui sont le trio de base qu'il faut développer. Teshiroghi, elle a voulu développer Yato, elle a voulu développer Yuzuria, elle a voulu développer Akurei, elle a voulu développer Sage, elle a voulu développer Doko, donc du coup elle est dans les 12, elle a voulu développer Kagao, à la fin elle a voulu développer Pandore et Radamante, elle a même rajouté Yoma à la fin. Tu peux pas avoir 50 personnages principaux, d'accord ? Tu peux avoir 50 personnages secondaires, 2-3 qui sortent un peu du lot, mais tu peux pas les faire tous sortir du lot. Sinon, y a un problème quelque part en écriture, il va manquer quelque chose,
Ben voilà, c'est ça qui manque. Moi je trouve que le taureau et le poisson étaient très bien, ils étaient ni trop mis en avant, ni trop peu. Alors tout à fait, tu t'as pas dû être là, t'as dû être en coupure quand j'en ai parlé. Je considère que Albafika, Asmita et Rasgado sont les meilleurs gold originaux, meilleurs gold de The Lost Canvas. Ils sont très bien faits. Ils ont ce qu'il faut de copier-coller et ce qu'il faut de développement à part et ce qu'il faut d'impact dans l'univers. Ensuite, Shion et Doko, bon, c'était pas dur, tu reprenais les mêmes personnages, là, il n'y a pas de souci, donc ça allait. Ils sont bien utilisés. J'aime beaucoup Kagao. Il y en a qui l'aiment pas, moi j'aime beaucoup Kagao, parce qu'en fait c'est Iki, donc il est cool. Et sinon, les Gémeaux, mais les Gémeaux, ils sont toujours cool dans toutes les œuvres Saint Seiya, même dans Omega, ils sont cool, donc voilà. C'est plus ou moins le même problème que j'ai avec la saison 2 d'Omega et les bronzes originels qui veulent la vedette. Exactement. Le problème, c'est que, pour vendre, on reprend toujours les anciens. Et c'est un problème, c'est soit tu fais une œuvre où tu mets que du nouveau, soit tu prends une œuvre et tu mets que de l'ancien. Et tu fais pas les deux, et puis tu te dis, ah bah en fait, je voulais faire les nouveaux, mais je me rends compte que les anciens ils marchent plus, donc hop, je les mets dedans. Bah non, c'est pas comme ça. Là, c'est clairement ce qui s'est passé aussi dans The Lost Canvas. Elle a fait des golds, et ah ouais, mais pour que ça marche, je vais les faire un peu comme ils étaient avant. Et puis, ah bah en fait, je vais quand même les mettre devant, en fait. Voilà, bah non, ça marche pas comme ça, c'est juste du fanservice et c'est bête. Et donc, je suis d'accord, Teshirogi, c'est bien gérer les histoires courtes, tout à fait, elle sait très bien gérer les histoires, mais comment bien développer des personnages sur un court terme? Sauf que Sensei Canvas, c'est fait pour être plutôt long, selon moi. Alors, ce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que tu peux développer un personnage sur une période courte si tu développes juste un thème. L'intérêt des golds qu'avait Kurumada, c'est que chaque gold avait un thème et un objectif. Enfin, une fonction, si tu veux. Et elle pouvait tout à fait reprendre cette même fonction, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, dans la plupart des cas, et tu développes, en fait, en un tome, pourquoi ce personnage est comme ça. On a par exemple ça pour Sisyphe, qui est un très bon tome, on a ça pour les 2 tomes, on a ça en 2 tomes, mais voilà, pour Shion, qui sont pareils, ça t'explique vraiment pourquoi le personnage est comme ça. Et ça c'est bien fait. T'as pas besoin d'avoir un gros truc pour développer quand t'as déjà un personnage qui a un carcan fait. Elle est quand même réussi à planter son Shion, qui est un personnage très raté, je trouve. Alors, moi je trouve pas, je trouve qu'il... Alors après, c'est parce que j'ai lu les Gaiden en dernier, et les Gaiden ont fini vers Shion, et le Gaiden de Shion est super bien, moi je trouve. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai encore gardé l'idée du Gaiden plus que l'idée du manga. Ça, je sais pas. C'est surtout les Japonais qui veulent des golds, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Asgard. Alors, je sais pas si c'est surtout les Japonais qui veulent des golds, en tout cas, les Français et les Espagnols et le milieu le milieu occidental, ils aiment beaucoup les golds aussi. Hein. Ils aiment beaucoup les golds, même un peu trop. C'est un peu dommage. Oui, alors, ils ont pas non plus boudé The Lost Canvas, hein, mais c'est sûr que oui, Next Dimension est plus apprécié, mais ça c'est parce que c'est Kurumada, quoi. Donc voilà, il faut que j'avance parce que j'avais dit que il faudrait pas que la vidéo dure trop longtemps et elle est en train de durer déjà 26 minutes. Donc, les golds sont identiques physiquement et mentalement, ils n'ont pas d'évolution, contrairement à ce qui est dit, ils ont très peu de développement si tu enlèves les Gaiden. Ils ont une présentation et un développement bizarre, hein, présentés comme des secondaires, ils sont utilisés comme des principaux et ils sont développés comme des personnages tertiaires. L'autre problème, c'est qu'ils font avancer l'histoire à la place du héros, et on en a déjà un petit peu parlé. Et ça, c'est un point où je sais pas comment les gens ne peuvent pas voir ça, ne peuvent pas voir que c'est problématique. Parce qu'il y a plein de gens, j'en ai déjà discuté, et les gens m'ont dit, bah, c'est comme dans Senseiya de base en fait. Parce que Seiya il fout rien, c'est tous les autres qui font quelque chose, et après c'est lui qui se tape la gloire à la fin. Et j'ai envie de te dire oui, mais non. Parce que dans The Lost Canvas, Tenma il a fait quoi en vrai? Il a rien fait. Il a battu qui? Il a... Les obstacles qu'il y avait, c'était les dieux des rêves. Bon, il a rien branlé. Il fallait battre Kagao et tout, et les défenseurs des temples stellaires et tout. Il a rien fait. Il fallait récupérer l'arche pour aller défoncer Alone. Il a rien fait. Puis même Alone, enfin Hades, il a fait un coup de poing de l'amitié avec Athena et Alone en mode Naruto. Le mec, il a rien fait, il a rien foutu. Alors que Seiya, à chaque arc, c'est lui qui se tapait le boss final. T'avais tous ses potes qui se tapaient la bleusaille pour qu'il arrive tout en haut, mais c'est lui à chaque fois qui défonce tout le monde. Black Saint, c'est lui qui se tape Iki. Dans les Silver, à la fin de l'arc Silver, c'est lui qui se bat contre Aiolia, qui est comme un peu le big boss, tu vois. Voilà, c'est lui qui se fait ça. Sanctuaire, c'est lui qui se tape Saga. Poséidon, c'est lui qui se tape Poséidon. Hades, il se tape tout seul un dieu jumeau et Hades. Il fait quand même des trucs, le Seiya. Alors oui, les autres, ils l'aident bien, mais c'est lui qui a la finalité, si tu veux.
c'est lui qui défonce l'obstacle final, alors que Tenma, bah, il se fait un peu aider beaucoup, il avance, il a un chemin tout tracé, il avance. Je dis pas qu'il a pas du tout d'épreuve, hein, mais voilà. Meilleur personnage, chevalier d'acier de la table basse, tout à fait. Les Japonais n'utilisent pas le calendrier zodiacal occidental, je crois. Je ne sais pas. C'est pour ça que globalement, je préfère la plupart des golds originaux que ceux de Dos Canvas. Bah, les golds originaux, les golds de Dos Canvas, c'est les originaux, mais en mieux dessinés et en un petit peu développés. Parce que Kurumada les développe pas, mais sinon c'est les mêmes. C'est les mêmes. La situation de la reprise des golds de Kurumada me fait penser légèrement à la couleur des marineurs qui devaient, me semble-t-il, être bleus alors, car les golds ont bien marché dans l'arc dernier. C'est un petit peu pour... Exactement, tu as tout à fait raison. Kurumada voulait les faire en bleu et finalement il s'est dit on va les faire en gold. Même si dans l'arc Silver, il bat Misty et Moss. Oui, mais après dans l'arc Silver, les autres battent aussi des Silver. Il y a du même niveau. Ce que je veux dire, c'est que dans l'arc Silver, t'as un mec qui est plus fort, c'est Ayolia, parce que c'est un gold, et c'est contre Seiya qui se bat. À chaque fois, le boss final qui est un peu plus fort, c'est contre Seiya qui se bat. Donc voilà. Donc c'est problématique, puisque si ton héros n'a rien à affronter, n'a pas de problématique, puisque comme dans un récit, c'est comme le héros qui doit résoudre les problèmes, bah c'est que t'as un mauvais récit, parce que si ton héros il fout rien, c'est que c'était pas ton héros. Mais tu le présentes comme le héros, et à la fin c'est lui qui fait quand même le truc, donc c'est quand même le héros, mais... Donc c'est pas clair, c'est mal pensé en tout cas. Je pense vraiment, je sais pas, mais je pense vraiment que les producteurs ont dû dire à Teshurigi, il faut que tu nous mettes du gold, et c'est vraiment ça qui a niqué toute l'histoire. D'ailleurs, tes deux derniers thèmes, Hero et Yoma, sont liés, vu que Yoma, dans ce cas-là, sert surtout de Deus Ex Machina, donner un boost sorti de nulle part à Tenma, pour justifier qu'il puisse combattre Hades, alors qu'il a rien foutu pendant 10 tomes. Entre autres, il y a plein d'autres trucs qu'on va parler sur Yoma juste après. Oui, je sais pas, mais c'est pour dire que Tenma ne fout presque rien. Tout à fait. Tenma ne fout presque rien. Alors je termine le dernier point sur les golds, et après pour ceux qui veulent, on passera en vocal sur Discord, ce sera plus simple pour discuter. Le problème aussi avec les golds, c'est qu'ils sont, j'ai mis, trop beaux, trop propres, trop parfaits. Et ça, pour moi, c'est un petit problème. Tout à fait, Sentia Show est tombé dans le même piège que The Lost Canvas en mettant trop de gold. Alors pourquoi je dis qu'ils sont trop beaux, trop propres, trop parfaits? C'est parce qu'en fait, à part, bien entendu, Deuteros et Aspros qui sont un petit peu particuliers, ils sont tous gentils. Il n'y en a aucun qui est méchant. Alors il y a Smita qui se pose la question, mais il est quand même gentil au fond. Ils sont tous nickel, ils sont tous trop propres. Vraiment, ils sont tous beaux. Parce que bon, le dessin est voilà. Ils sont tous super forts. Il n'y en a aucun qui paraît plus faible qu'un autre. Parce que dans le manga de base, bon, il y en a beaucoup qui met pas Desmas, Aldébaran et Aphrodite parce qu'ils paraissaient un peu nulos. Là, ils sont tous top niveau. Bon, il y a quand même Regulus qui est encore plus haut parce que bon, il est un peu pété. Ils sont tous parfaits. Genre, ils ont zéro défaut. Le seul défaut, c'est qu'ils sont morts. Merci à toi, Leina Z, d'être une suiveuse ou d'être un suiveur. Je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon. Je dirais que Lena, c'est un prénom de fille. Mais voilà. Donc, oui, à part Regulus qui est au-dessus et tout, ils sont tous parfaits. Ils ont aucun défaut. Vraiment, ils ont aucune tare. Parce que même Manigoldo, qui est un peu présenté comme un peu le loupard du truc, tu vois. Parce qu'il était jeune, il volait et tout. Mais en fait, il a quand même un bon cœur, parce qu'en fait, il volait, mais parce qu'il était pauvre, il était orphelin, il avait perdu sa famille, etc. Ils ont tous développé, ils ont tous un truc super triste dans leur vie. À part Degel, je crois, il a pas de truc super triste, mais ils ont tous un problème. Hein. Albafika, il a le sang empoisonné, il a dû tuer son maître. Regulus, il a perdu son papa. Manigoldo, il a plus de famille. Elcid, il a perdu son meilleur pote. Cardia, il a un problème au cœur. Wow, ils ont tous un truc horrible. C'est tous les mêmes. Ils sont tous pareils, ils ont tous un truc super triste, mais ils sont quand même devenus super forts, ils sont quand même super beaux, ils ont pas de défauts. C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Kurumada, il avait compris ça, entre guillemets, dans son manga. C'est pour ça qu'il avait fait 2-3 personnages un peu méchants. Parce que bon, c'est que des gentils, c'est quand même un peu bizarre. Alors je sais bien que là, l'objectif des Gold dans The Canvas, c'est pas le même, mais quand même. Tu peux mettre un peu de nuance que mettre que des mecs parfaits et super gentils, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le salon de discussion? Alors, vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Alors, je vais juste montrer un petit peu. Tac. Voilà. Il y a le Discord. Je vais mettre le lien du Discord. Alors, comment je fais ça? Alors, je vais récupérer... Oui, moi je suis quelqu'un... Tac. J'ai un peu la flemme, donc je vais récupérer le lien que j'ai mis déjà ici. Hop. Non, à propos. Et je vais le mettre dans le chat, tout simplement. Je
pas te chatter là, je peux pas te chatter, d'accord, ok. Donc on va faire ça. On va faire ça. Tac, ma chaîne. Et je vais vous partager le lien du Discord pour ceux qui veulent venir. Hop, hop, voilà. Et donc je suis dans le vocal si vous voulez venir discuter avec moi sur les gold. Alors, pour Sentia Show, je suis pas trop d'accord, les Sentia ne servaient pas à grand chose au départ, mais le manga utilise cet élément pour montrer leur progression. Et j'ai lu jusqu'au tome 13, donc au final, pas aussi problématique. Alors, le sujet c'est pas Sentia Show, mais on pourra en rediscuter une autre fois. Donc je sais pas si quelqu'un veut venir en vocal sur Discord, vous pouvez venir quand vous voulez. Du coup, vu que pour l'instant, personne n'est décidé, je vais repasser en mode comme ça. Et du coup, on va passer au deuxième point de pourquoi The Lost Canvas c'est nul. Et c'est, on va dire, l'histoire et l'utilisation des personnages. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Je n'ai pas alors, il n'y a pas de souci, Mysterien, ce n'est pas grave. Le but, de toute façon, c'est on va dire, c'est notre premier essai, hein, c'est notre première tentative. Je peux pas venir en vocal, mon neveu, il n'y a pas de souci. Je reste, moi, dans le salon s'il y en a qui veulent venir. Comme je l'ai dit, c'est la première émission, il y aura sûrement plus de gens à la deuxième, il n'y a pas de souci. Donc, le deuxième point, donc, c'est l'histoire des personnages, qui est problématique dans The Lost Canvas. Alors pourquoi ? Alors pas l'histoire dans le fait qu'elle existe, hein, l'histoire est très bien, mais plutôt dans le fait qu'elle n'est pas formée concrètement comme une vraie histoire. Alors pourquoi elle n'est pas formée comme une vraie histoire ? Au début, on nous dit, c'est une histoire qui va se tourner sur Tenma, Sacha et Elone. Ok, ça va être le destin des trois là, d'accord ? Et c'est vraiment... je suis pas du tout à l'aise en vocal, surtout quand c'est difficile. Y a pas de souci, Arsène Lupin, y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pas grave s'il y a personne en vocal pour la première, il y aura d'autres gens. Je suis sûr qu'à la prochaine, il y aura Chimera qui viendra discuter, qui donnera son avis. Mais bon, là, c'est bien qu'il soit pas là pour dans le vocal, puisque vu qu'il a un peu le même avis que moi, on n'aurait pas eu un échange forcément très intéressant là-dessus. Donc, au début de l'histoire, on nous présente vraiment une histoire. Ça va être une histoire sur trois personnages, en fait, sur le destin de Tenma, de Sacha, d'Elone, leur destin triste, ok. Et pour développer cette histoire de destin un peu particulier, non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, quand je suis en stream, je parle tout seul, donc ça ne change rien du tout. Donc, pour un petit peu développer ce destin de ces trois personnages, Teshiroi, elle a ajouté le personnage de Yato, de Yuzuria, pour faire une aventure, pour que Tenma découvre un petit peu le monde, devienne un vrai saint, puisse protéger Sacha et affronte Elone. C'est ça la base de ce canvas. C'est une aventure où Tenma va essayer de devenir quelqu'un pour protéger Sacha et pouvoir battre Hades en fait. Sauf que d'un coup, au milieu du récit, tac, on change tout. C'est plus du tout une histoire sur les trois personnages là, c'est un récit de guerre. Ok, c'est de la guerre. On montre plein de combats. Il y a toute l'armée qui attaque. Alors c'est une guerre simple, donc je peux comprendre. Mais le problème c'est que là, c'est plus montré comme étant trois personnages qui essaient d'avancer parmi la guerre. C'est montré comme le récit, c'est une histoire de guerre. Alors ok, je peux accepter ça. Sauf que dès que les Gold commencent à mourir, on a un espèce de mixte où hop, Tenma il revient un petit peu sur le devant de la scène, on leur dit oui mais Tenma c'est quand même le héros, c'est quand même lui qui doit avancer. Donc c'est de la guerre, mais c'est comme lui le héros, donc on va suivre son destin à lui, ce qui se passe pour lui, etc. Et à la fin, alors là c'est plus du tout un récit de guerre, c'est ok, on fonce sur Tenma, Yato, Yuzuria, c'est qui, je connais pas, hop, c'est oublié, ça n'existe plus, et on fonce. Le récit, il est pas du tout cohérent. Alors, il y a plein de gens qui me disent mais si c'est un récit de guerre parce que ça montre une guerre. Alors pour montrer que le récit de guerre de The Lost Canvas il est très mal géré, je vais prendre le cas de Kingdom. Le manga Kingdom, je sais pas si beaucoup de gens le connaissent, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais ils l'ont pas forcément lu. Dans Kingdom, on suit des personnages principaux. Mais les personnages principaux, on va dire, c'est un prétexte pour développer le concept du truc qui en fait montrait les guerres en Chine dans les années, je sais plus quelle année, dans les années 500 ou 600, je sais plus. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que le fond de l'histoire de la guerre, c'est ça le cœur du truc en fait. C'est les personnages qui sont un prétexte pour développer la guerre. Dans The Lost Canvas, c'est l'inverse. On est d'accord que Sacha, Tenma et Elone, c'est eux le centre du récit. Teshiroi, elle a pas créé son manga pour raconter la guerre. Elle a créé son manga pour raconter
Alors, si, elle veut raconter la guerre, mais son but c'est pas de montrer les événements, ce qui se passe dans la guerre, c'est plutôt de montrer le destin qui a lié notamment Tenma, puisqu'on en parle entre guillemets dans Senseiya, au travers de la guerre. Dans Kingdom, les personnages sont un prétexte pour développer la guerre. Dans The Lost Canvas, c'est la guerre qui est un prétexte pour développer les personnages de Tenma, Sasha et Alone. Donc, le fait que ton récit qui parle de guerre mais qui doit développer des personnages, il les zappe complets. Il les dit, allez, casse-toi, il leur met des chassés-croisés pour montrer d'autres personnages qui ne vont pas faire avancer l'histoire dans ce sens-là, parce que le but c'est vraiment de montrer l'impact des 3 destins des personnages-là, de Tenma, Sasha et Alone. Les Gold, on s'en fout qu'ils soient là, les Gold. On s'en fout. Le problème, c'est ça, c'est que le récit n'est pas constant, n'est pas consistant. Et puis, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, le héros, et du coup, il devient inutile. Et ça, c'est quand même incroyable dans une histoire quand t'as un héros qui sert à rien, en fait. Il y a des histoires qui sont conçues comme ça. Il y a pas des parodies forcément, mais il y a des personnages qui sont conçus comme ça, où le but, c'est vraiment de montrer un personnage qui subit l'histoire. Ça peut être intéressant quand on développe d'autres personnages à côté, etc. Le problème ici, c'est que c'est pas le but. Très clairement, Teshiragi, dès le début de l'histoire, elle te dit c'est l'histoire de Tenma, c'est l'histoire de Sasha, c'est l'histoire de Lone. Elle veut développer ces personnages-là. Donc, le fait que tu éclipses ton personnage au profit d'autres, il y a un problème. Il y a clairement un problème là-dedans. Ton personnage, il doit avoir une utilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, Seiya, il est aidé, mais il fait tout le boulot final. Voilà. En fait, je vous invite à aller regarder les vidéos du Tropper. Ça s'appelle Le Tropper sur YouTube, et notamment sa série qui s'appelle La Page Blanche, et qui est en 2 saisons. Dans chacune des saisons, il explique comment... Alors, dans la première, comment faire un récit, et dans la deuxième saison, comment écrire des personnages. Alors, c'est des conseils, c'est pas les lois absolues, mais il explique très bien comment doit être conçue une histoire, comment doit être développé des personnages pour que ce soit intéressant, cohérent, et qu'on se dise pas, mais attends, c'est quand même bizarre, c'est un petit peu de la merde ce que je suis en train de lire. Et quand on fait une histoire, les personnages principaux, ils doivent avoir une évolution au travers des difficultés. C'est pas forcément eux qui arrivent à passer au travers de toute la difficulté, ils peuvent être aidés, mais le basculement entre eux, il y a un problème et il y a la résolution du problème, c'est les héros qui doivent le faire. C'est ça qui permet de faire évoluer le héros, de lui donner de la consistance, et qui doit faire avancer l'histoire. Et du coup, on a une histoire qui évolue avec le héros, ce qui est normal, c'est le but d'une histoire en fait. Là, le problème ici, c'est que Tenma, il n'est pas utilisé comme un héros qui fait avancer l'histoire en fait. Il est un petit peu... c'est une affiche en fait. C'est le héros. C'est lui qui va battre le méchant à la fin. On le sait parce que Kurumada il l'a dit. Donc c'est lui qui va avoir quelque chose à la fin. Mais tu lui donnes pas de développement. Pas besoin de lui donner de développement. De toute façon, c'est lui qui doit battre le méchant à la fin. À quoi ça sert de le développer puisque c'est lui qui va le battre? Et c'est ça le problème. C'est pas parce que tu sais qu'il va le battre qu'il faut pas le développer. Et ça, c'est vraiment un gros problème là-dessus sur Tenma. Seiya, c'est pas un personnage incroyable. C'est un personnage assez lambda, mais il fait évoluer l'histoire. Dans l'arc des Black Saints, il se fait défoncer la gueule, ok. T'as Shun qui va le sauver, t'as Shiri qui va le sauver, t'as Yoga qui, il va pas le sauver, mais enfin bref. Donc, les bronzes vont lui mâcher le travail, on va dire. Mais il reste quand même le gros obstacle, le boss final, qui est Ikki. C'est Seiya qui va le battre. Alors oui, ses potes vont lui donner son énergie, vont leur donner leur énergie, ils vont lui donner la chaîne de Shun, le bouclier d'Ikki, le froid de Yoga, mais c'est quand même lui qui va réussir à surmonter cet obstacle. C'est là qu'on voit l'expérience de Teshiragi à l'époque. The Lost Canvas est son premier manga, et ça se voit beaucoup. Le projet était peut-être trop gros pour elle, ce qui est dommage car Teshiragi est une vraie fan de Senseiya. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est parce que vraiment c'est son premier projet. Alors, elle a peut-être eu quand même des projets amateurs avant, mais oui, c'est son premier vrai gros projet, et c'est dommage d'être parti sur quelque chose d'aussi gros. Mais même moi qui fais un fan manga amateur, et qui avait vu gros dès le départ, j'ai dû revoir à la baisse parce que même juste sur le papier, ça paraissait compliqué, juste sur le papier. Alors quand on est vraiment dedans, qu'en plus on a des directives strictes, qu'on a 1 semaine pour faire notre chapitre, etc., ça va être compliqué. Donc voilà, je disais, à chaque arc, Seiya il se fait aider, mais il bat c'est lui qui a l'avancement final de la problématique.
Pareil dans les Silver. Bon, il bat quelques Silver, mais c'est lui qui à la fin, même s'il bat pas Yolia, ça lui permet de passer au-dessus. Après le combat contre Ayolia, on sait qu'il y a des golds qui vont être du coup du côté de nos héros, puisque Ayolia il sait que du coup Athéna c'est vraiment Athéna. Donc là, ça fait avancer l'histoire. À chaque fois, ça fait avancer l'histoire quand Seiya fait quelque chose. Tenma, lui, il fait pas avancer l'histoire. C'est l'histoire qui lui dit « Allez, viens, il faut que tu me rattrapes là ». Et ça, c'est vraiment un très très gros problème là-dessus. C'est pour ça que l'histoire et surtout le développement des personnages, et notamment celui de Tenma, c'est vraiment très problématique dans Those Canvas. On a d'autres personnages qui sont assez mal développés. Genre, Yuzuya, c'était genre un personnage incroyable, et on l'a mis complètement de côté. Pourquoi on a préféré développer Régulus plutôt que Yuzuya, quoi? Je comprends pas, surtout qu'en plus, Teshiroi, c'est quand même une femme. De mettre un personnage féminin fort en avant, ça aurait pu être intéressant. Parce que oui, on a des personnages forts, genre on a Sacha et on a Pandore, mais bon, à part montrer leurs boobs tout le temps, on voit pas grand chose non plus des personnages là, quoi. C'est vraiment dommage. Les personnages sont très mal gérés, et c'est vraiment un point négatif, je trouve, de The Last Canvas. Alors, est-ce que des personnes ont quelque chose à rajouter là-dessus, ou est-ce que vous êtes tous d'accord avec mon incroyable déroulé? Mention spéciale à l'armure de Yuzura, qui est selon moi la pire de toute la franchise de Senseiya. Alors, c'est pas parce qu'une armure ne protège pas qu'elle n'est pas utile. Oui, elle est pas très utile, mais bon, je sais pas ce que ça a rien à voir, mais je trouve que ce serait bien de faire un spin-off sur la guerre contre Arès qui est raconté furtivement dans l'Hypermune. Alors tout à fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient un spin-off sur Arès. Mais voilà. Il y a des fans manga sur Arès, mais je sais pas s'il y aura un jour vraiment quelque chose. Peut-être que la BD de... comment il s'appelle, Jérôme Alquier, ce sera sur Arès. Pas sûr, mais... Bon bah apparemment tout le monde est convaincu par mon monologue incroyable. Bah écoutez, c'est parfait, donc... Hop, deuxième point coché, l'histoire et les personnages de Those Canvas, c'est nul. C'est plutôt le côté sexy de l'armure qui est, je trouve, immonde. Oui, après, c'est un choix. Là-dessus, je suis pas forcément très choqué. Alors, le personnage du loup, c'est peut-être le meilleur personnage de... Alors, faut pas abuser parce que le personnage du loup, je l'apprécie, Junkers du loup, c'est un bon personnage. Enfin, c'est un bon personnage, non, c'est pas un bon personnage, mais il est super cool. Mais de la même manière, c'est le mec, tu l'arrives, c'est du fanservice. Clairement, c'est... Oh, le chevalier du loup, il était un petit peu mis en retrait... dans la série originale, tiens on va le mettre et hop, on lui fait un truc super bien, mais il a juste une scène quoi. On aurait pu un peu plus le développer quoi. Oui, allez, bonne fin de live, merci, et bonne soirée à toi, Mr. Rain. Et oui, tu regarderas bien entendu la dernière partie en rediff. Je mets en rediff que la chronique, hein, je mets pas toute la soirée, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, on vient de montrer... moi je viens de vous montrer mon avis sur le fait que l'histoire et l'utilisation de certains personnages est très mauvaise dans Those Canvas et c'est un point négatif. Et maintenant on va passer au dernier point que je voulais aborder avec vous pour dire que Those Canvas c'est pas très bon, c'est Yoma. Alors pourquoi Yoma c'est un problème dans The Lost Canvas? Et ben pour moi Yoma c'est la fausse bonne idée, tu vois. Yoma c'est un personnage qui est hyper cool parce qu'en fait c'est le mastermind du truc. C'est le gars, il avait tout prévu depuis le début, tous les problèmes qu'il y a dans The Lost Canvas, c'est à cause de lui, ou en tout cas une grosse partie. Le fait qu'il y ait eu les problèmes avec Aspros et Deuteros, c'est lui. Le fait que Hades il ait vécu avec Tenma, c'est de sa faute. Enfin, tous les problèmes qu'il y a quasiment, c'est à cause de lui. Donc tu te dis, waouh, c'est trop bien l'histoire, c'est vraiment pensé depuis le début et tout. Sauf que, on n'a aucun élément dans le manga qui nous dit bah il y aura un méchant comme ça, tu vois. Genre, c'est vraiment montré, le manga est montré comme étant c'est Hades le grand méchant, et d'un coup, tac. En fait non, c'est lui le grand méchant, mais en fait non, c'est pas lui le grand méchant. C'est lui qui a tout pensé, donc on pourrait croire que c'est vraiment le boss final, puisque c'est lui qui a tout pensé, il a manipulé Hades, il a manipulé tout le monde. En plus c'est le père de Tenma, donc tu pourrais faire un affrontement au sommet, mais non. Non, pas envie. Je t'ai fait un personnage, enfin... J'ai voulu te faire un personnage hyper cool, mais finalement je l'ai pas mis aussi loin que je voulais parce que bah en fait je me suis rappelé que bah non en fait j'ai fait un manga sur sur la guerre sainte du XVIIIe siècle et Kurumada il m'avait dit
que le boss final c'était Hades. Donc bah je peux pas le mettre en boss final. Donc du coup, je rétropédale. C'est débile. Il est apparu beaucoup trop tard ce personnage. Alors oui, on va me dire, dans le tome 13, on le voit, il fait un sourire, machin. Je m'en bats les couilles. Ok, il est vraiment actif vers les derniers tomes. Avant, on s'en bat les couilles du personnage là. Tu te dis, oh, il est un peu bizarre, il a un chapeau, c'est rigolo. Super. Mais il sert à rien. Clairement, à quoi sert Yoma? Alors oui, comme ça, tu sais pourquoi Sprout et Deutéros ils sont dans leur tête. Oh là là, c'est trop triste, on voit la maman de Tenma. Oh là là, Hades il a été manipulé. Il sert à quoi? Il sert à rien. Pourtant son histoire elle est super cool. Son histoire est plus cool que celle d'Hadès, puisque un dieu qui a été oublié par les humains, qui veut se venger des autres dieux et tout. C'est super cool. Mais ça fallait le mettre pour moi, genre, tome 18, Tenma, il défonce Hades. Hop, tout le monde est content, on a gagné, machin, machin. Et là, les gens ils se disent, mais attends, c'est bizarre, il reste encore 3-4 saints vivants, Tenma il est pas mort, pourtant, normalement, dans Senseiya, il devait être mort. Et là, bim, tu fais apparaître Yoma. Et là, il dit, en fait, j'étais le mastermind depuis le début et tout. Là, c'est stylé. Tu fais pas l'inverse, tu fais pas, ouais, c'est moi le mastermind depuis le début, hop, tu l'écartes. C'est complètement débile. Il est très mal utilisé. Il a une arrivée qui est beaucoup trop tardive. Et donc, ouais, là, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, ça aurait dû être le boss final. Ça aurait dû clairement. Mais oui, il a un super gros potentiel parce que les personnages de type comme ça, Mastermind, qui avaient tout prévu depuis le début, en fait, c'est le grand méchant final. Mais c'est super stylé, moi j'adore ça. Mais il fallait l'amener d'une manière logique. Ou alors il fallait, pas forcément l'amener, mais qu'on puisse prédire son arrivée. Par exemple, dans Senseiya, bon, on ne sait pas ce que sera la suite, mais on peut imaginer qu'il y aura un méchant, ou pas forcément, mais qu'il y aura encore un autre truc après Hades, que Zeus sera peut-être le grand méchant, bon, apparemment ce serait plus Chronos, mais voilà. Mais parce que c'est teasé depuis le début, parce que dans chaque arc, tu augmentes petit à petit. Bienvenue à toi, Pandadou YouTube, merci de nous suivre, j'espère que tu aimeras ce petit live, et ne t'inquiète pas, si tu as loupé le début, il y aura la rediff sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, dans Senseiya de base, bon, t'affrontes, ok, les mecs jusqu'à Saga, ok. Et après, on te dit, ah bah, il y a des méchants un petit peu plus forts, parce que, bon, il y a Athéna, ok, Saga, il te parle de Poséidon, il te parle de Zeus, d'Hadès et tout, donc tu te doutes que va y avoir un petit truc au-dessus, tu vois. Oui, Mastermind aussi, m'aider est bien mieux géré, parce que tu le sens arriver, tu vois. Alors, Abzu, tu le sens un peu moins arriver, mais dans Senseiya, tu vois, à chaque fois tu sais que ça va monter, parce que Saga il te parle de Poséidon et de Hadès, donc tu sens que, ils vont peut-être avoir. Puis après dans Poséidon, t'apprends que, quoi, pourquoi tu m'as réveillé, Athéna elle serait déjà en guerre parce qu'elle va encore se battre contre lui. Hop, tu sais qu'il y a encore quelqu'un qui va être après Poséidon, parce que il parle, il te tease le truc, tu vois. Dans The Canvas, c'était pas du tout teasé par Yoma. Alors, si, excusez-moi, Yoma fait des apparitions, donc tu te dis, ok, il va arriver, il va se passer quelque chose. Mais il se tease lui-même, le gars. C'est incroyable, c'est genre, on dirait, c'est un humoriste ringard qui vient te dire à la pub, oh, attention, peut-être que... Je dis ça, je dis rien. Mais peut-être qu'il va y avoir un spectacle. Mais je ne dis rien. Ah, super, bah merci, c'est nul à chier. Ça me fait penser un peu à Jojo Partie 5 avec Diavolo qui apparaît trop peu de temps. Alors je ne sais pas, j'ai pas encore regardé la partie 5 et tu viens de me la spoiler, donc merci. Mais oui, il y a plein d'exemples de personnages comme ça, Mastermind, qui apparaissent. Genre, pas vraiment Mastermind, mais des personnages comme ça qui apparaissent, genre Kaguya dans Naruto. Ok, c'est la grande méchante, on te la tease 3 tomes avant, peut-être un peu plus, je sais pas, parce que j'ai pas lu le manga, j'ai juste regardé l'animé. Non mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Mais oui, c'est le problème, c'est que dès qu'une série dure trop longtemps, il faut forcément rajouter un mec qui était derrière tout, ça n'a pas d'intérêt. C'est complètement débile. Et Yoma, là-dessus, il a mal été teasé. Voilà, ils auraient dû... Je sais pas. Alors, en plus, c'est logique, Yoma, c'est un espèce de titan, normalement. Donc, c'était au-dessus des dieux, enfin, dans la conscience collective, vu que c'est le père des dieux, enfin, les ancêtres des dieux, ça devrait être plus fort. Alors pourquoi le faire se battre avant Hades? C'est pas très logique. Et autre chose qui est pas très logique avec Yoma, c'est qu'il est trop fort en fait, normalement. Genre sa puissance elle est pas du tout respectée dans le manga de base. Dans le Gaiden, il a un fragment d'âme qui arrive à défoncer des golds et tout. Genre il est trop fort, et là en mode
c'est vraiment son corps et il se fait défoncer. Genre il arrive pas. C'est bizarre. C'est le même combat que l'épisode 9 de Star Wars. Alors, que je me rappelle bien... Ah oui, oui, ok. Tu parles de l'épisode, le combat contre le mec qui a... Je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais celui qui a des... qui normalement devait être mort depuis genre 30 ans, mais en fait il était pas mort parce qu'il y a des clones et tout. Ok. Et donc, oui. Voilà, Yoma aussi, pareil. Sa puissance, elle est pas respectée. Le mec, c'est un titan, il se fait passer pour un spectre. Ok. Il arrive à altérer des trucs, il a l'air super fort. Ok. Il y a même... Alors... Bon, là on va me dire, ouais, tu critiques les Gaiden, mais tu en reparles après. Oui, c'est vrai. Dans les Gaiden, il a des pouvoirs cheatés, même carrément super cheatés. Et là, bah non. Teshiragi, elle contraint sa puissance pour justifier le fait que ce soit juste un gold qu'il défonce. Voilà. C'est dommage. Mais c'est hyper bizarre. Alors pourquoi ? Alors que Yoma, sur le papier, il a l'air cool. Oui, il se fait péter par un gold, tout à fait. Alors après, ça peut être... on peut le justifier, mais c'est quand même bizarre que Hades, les golds, il les gère 1 à 1. Et là, t'as Yoma qui est le mastermind, il a tout pensé depuis le début, c'est un titan. Dans les Gaiden, il est super fort et tout. Il se fait déboîter par un gold. Il est moins fort qu'Hades. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors oui, on peut se faire manipuler par quelqu'un qui est plus faible que soi. Je comprends le principe, mais bon, on est d'accord qu'il est pas très bien utilisé, quoi. Et donc, pourquoi, alors qu'il est mal utilisé et qu'il a l'air aussi mauvais, il est autant aimé par les fans ? Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement comme Kanon, en fait, dans Senseiya de base. Parce que Kanon, les gens l'adorent, et on se dit, mais pourquoi ils l'adorent, en fait ? Parce que bon, il est pas vraiment développé. Alors si, il a une histoire, mais il arrive à la fin de l'histoire. Pourquoi il est aussi... Mais c'est juste parce qu'en fait, le mec, il sort du lot. On a développé tout un archétype de méchants, de héros et de tout. Dans Senseiya, t'as toujours les méchants, ils arrivent de telle manière, les gentils, ils arrivent de telle manière. Et là, tac, t'as un personnage qui vraiment sort du lot. Parce que Kanon, quand tu le vois, tu dis, c'est Saga. Mais je crois qu'il était fou, Saga. Mais non, c'est pas Saga, en fait. C'est un... Quoi ? Mais c'est logique, en fait. Mais du coup, les Gémeaux, moi, je pensais que c'était Gémeaux parce qu'ils sont deux dans sa tête. Mais en fait, non. Il y a aussi... un jumeau et tout. Et là, c'est super cool. Parce que ça sort de l'ordinaire. Kurumada, il t'avait habitué à un récit un peu linéaire, et là, il y a un personnage super cool, super stylé, qui change, qui apparaît. Bah là, c'est pareil dans Those Canvas. Tous les personnages sont super cool, super stylés, mais ils sont hyper sérieux, trop dans leur boîte et tout. Et là, t'as un personnage qui est rigolo, qui a un chapeau et tout, qui a l'air trop fort, en plus, c'est le père de Tenma. Ça change complètement de tout ce que Teshiragi avait amené. Donc forcément que ça marche. Mais c'est pas parce qu'il est original dans le sens différent que c'est une bonne chose. Et c'est ça le problème. Yoma, c'est Kanon et Alberic de Wish. Alors de Wish, pas forcément, puisque Yoma, en vrai, il est cool. Il est juste très mal exploité, mais c'est un personnage qui est très très cool. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur pourquoi The Lost Canvas, c'est nul. Parce que les golds, c'est des copier-coller des golds de The Lost Canvas, mais ça, ceux qui disent le contraire, c'est des copier-coller de Senseiya. Ceux qui disent le contraire, il faut que vous relisiez le truc, c'est pas possible. Je dis pas qu'ils sont pas intéressants, c'est juste que c'est des copier-coller. Vous pouvez pas dire The Lost Canvas c'est bien parce que les golds ils sont originaux. Non. Il y a plein d'autres arguments pour dire que The Lost Canvas c'est bien, mais pas celui-là. En plus, ils sont très mal utilisés et ils desservent l'histoire. Ça empêche de développer un Tenma qui aurait pu être développé. Et ça, c'est dommage. Deuxième point qui pose problème, c'est l'histoire. Elle est pas cohérente du début à la fin. Tu as un type de récit au début, tu changes, puis tu rechanges, et puis tu rechanges. Non, c'est soit tu fais un récit sur le destin de 3 personnages, soit tu fais une aventure, soit tu fais un récit de guerre, mais tu fais pas un mix des 3. Ou alors il faut que ce soit mi-cohérent, faut pas que ça change d'un coup, et puis tu rétropédales à la fin pour reprendre ce que tu avais dit tout au début. Alors les golds qui sont trop forts, ça peut être encore expliqué. Ça, c'est pas vraiment ça le problème. Des personnages qui sont trop forts dans une histoire, s'il y a une logique derrière, ça va encore. Mais là, c'est vraiment le fait qu'ils sont forts pour être forts, en fait. En gros, les golds, c'est genre c'est des concept cars, en fait. Voilà. C'est des concept cars, c'est juste pour montrer ce que tu sais faire des beaux trucs qui roulent vite, mais tu les verras pas dans la rue, ça sert à rien. Sauf que là, Teshiragi, elle a fait des concept cars,
et bah, les a fait rouler dans la rue et tout, les gens ils disaient ouais trop cool et tout, super, mais non, en fait c'est pas ça qu'ils vont te vendre à la fin, c'est des Kia, c'est des Clio, je ne sais pas. Oui, Regulus, bullshit. Alors Regulus c'est un personnage un peu particulier, je pense qu'on fera une chronique complète sur lui, parce que lui c'est vraiment un truc à part. Donc voilà, donc l'histoire qui est un peu pas claire du tout, et puis l'utilisation de certains personnages, Tenma qui est très mal développé, très mal utilisé, c'est le héros, il est pas utilisé comme héros, enfin c'est incroyable. Yuzuria qui était genre le personnage qui aurait pu être le plus intéressant, hop, il est mis de côté. On aurait pu faire enfin une heure de gloire pour Jabu, parce que Yato c'est copier-coller de Jabu. Hop, je dégage. Donc là, l'histoire et les personnages, ils sont très très mal utilisés, ça dessert le récit. C'est surtout ça, l'histoire au global et les personnages desservent le récit. Et puis le troisième point, c'est Yoma. Alors c'était le petit point bonus parce que voilà, ce personnage, on en parle de temps en temps, et j'aime bien le personnage, mais c'est juste que c'est dommage, il est très mal exploité. Ça aurait pu être un super personnage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour The Lost Canvas.